Les mecs, ils sont à 20 bornes de Paris. Gaffe les radars, 130, bien réglo et tout. Tout d'un coup, la caisse qui tombe en panne. Elle continue encore un petit peu sur son élan. Elle vient mourir, tu sais où? L'entrée d'une station-service. Les mecs, ils descendent, ils commencent à pousser la caisse. Et là, devine qui c'est qui vient pour donner un coup de main? Vas-y, devine, juste comme ça. Qui? Devine. J'en sais rien, moi. La douane volante, mon pote, douane volante. 100 kilos, on s'est fait pétard. Bah, moi je suis content de venir pour vous rencontrer. L'intitulé c'est Masterclass. Bon, c'est un peu. C'est. Comment dire c'est un protocole auquel je suis pas habitué. Je suis plus dans la rencontre, quoi. Donc, je vous propose que ce soit interactif dès le début. Enfin, je vais pas vous faire un speech sur ce que c'est être comédien ou ce que ce serait pour moi. Je sais pas. Après, on peut en discuter. On peut. Mais voilà, Cosme, je l'avais découvert dans un court-métrage qui s'appelait C'est plutôt genre Johnny Walker, que j'avais vu, je crois, il y a 2-3 ans, que j'avais vraiment adoré. Et c'était dans un festival de court-métrage. Non, c'était pour les lutins du court-métrage, j'allais pour remettre un prix. Et j'aurais adoré te le remettre, quoi, mais bon, ça s'est pas fait. Et c'est plutôt genre Johnny Walker. Non, en fait, j'étais pas dans le jury, je remettais un prix. Okay. Et du coup, il m'avait envoyé les DVD que j'ai tous regardés. Et bon, ouais, j'ai eu un flash sur celui-là. Je me suis dit, c'est qui ce type? C'est qui ce type incroyable? Et après, j'étais allé voir Robert Mitchum est mort aussi. T'as pas été à Rungis ou dans une salle en banlieue? Pour Robert Mitchum est mort? Je suis allé en banlieue, c'était pas à Rungis, peut-être à Châtillon, un truc comme ça. Ouais. Parce qu'après il y avait un débat. D'accord. Et t'as les meufs du cinéma qui disaient il y a que t'es qui est venu voir les filles. C'est vrai. Bon bah, je voulais la faire discret, c'est raté. Toi, tu joues depuis toujours? Moi j'ai commencé quand j'étais petit. Mon père était comédien de théâtre essentiellement. Il a commencé le théâtre en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Et il a participé à la création du Théâtre national algérien, à la libération, à l'indépendance. Et après, il a passé 2-3 ans dans la troupe du Théâtre national algérien. Et c'était un peu le moment où l'Algérie commençait à partir en vrille, dans le sens où on leur demandait de faire des pièces à la gloire du FLN, du pouvoir. Il y avait beaucoup de corruption, des gens qui venaient au théâtre chercher des enveloppes de fric, qui travaillaient pas dans le théâtre. Mais enfin voilà, et il était vraiment dégoûté. C'était un peu le passage du grand espoir, quoi, de l'indépendance et de toute la construction d'un pays et d'une culture et de tout à faire. Et en même temps, très vite, le désenchantement de la récupération de tout ça par ces gens du pouvoir. Et du coup, il avait fait un stage avec Gérard Philippe, avec Jean Vilar, à Avignon. Et il avait rencontré des gens, et du coup, il est venu en France. Il a travaillé après avec Mnouchkine directement en arrivant, à l'époque où ils étaient à Mouffetard. Moi, je n'étais pas encore né. Je reprends l'histoire avant moi, quoi. Et puis après, voilà, il a passé pas mal d'années à travailler dans le théâtre subventionné, à jouer des grands textes. Et puis à l'image, c'était plus des terroristes de service ou des bandits. Mais bon, voilà, moi, quand je voyais, il a joué notamment dans Rabbi Jacob. Quand je le voyais tomber dans la cuve de chewing-gum avec Louis de Funès, ça me faisait vraiment délirer. Et puis du coup, il m'a trimballé en tournée. J'ai un peu grandi dans ce bouillon. Et à 8 ans, il avait un copain qui cherchait un gamin pour une pièce. Sans le savoir, il m'a fait goûter à ça, quoi. Et j'avais juste 2 phrases à dire, un soir sur 2. Et à 8 ans, je me souviens, j'ai vraiment... ça a été vraiment... je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. Et puis après, on m'a dit, bah ouais, mais reste à l'école et puis passe ton bac. Et j'ai continué à jouer avec lui. Du coup, c'était vraiment... J'ai pas vraiment pris de cours, si ce n'est un peu les ateliers du Théâtre des Quartiers d'Ivry pendant 3 ans.
et puis un bac théâtre. Mais sinon, c'est vraiment avec mon père que j'ai appris. On parlait beaucoup de ce métier. Voilà, il était dans un moment un peu à la fin de sa carrière, à la fin de sa vie. Et moi, j'étais hyper enthousiaste. Je découvrais les Stanislavski, les différentes théories autour de ça, les cours. J'avais la chance de pratiquer beaucoup, même si c'était des cours au lycée. On faisait beaucoup d'heures. Donc voilà comment j'ai commencé. Et après, je n'ai pas fait de conservatoire, j'ai pas fait vraiment de cours parce que justement, un peu cette voie un peu familiale, cette école que j'avais finalement dans les discussions avec mon père, voilà, c'était un peu ma formation à moi. Et puis très vite, j'ai fait après le bac un peu de lettres modernes à la fac, et puis j'ai très vite commencé à monter des spectacles avec des copains, de théâtre de rue, de théâtre où on a commencé à faire des interventions aussi dans des prisons, des centres sociaux, différents endroits. J'avais très envie de faire du cinéma, mais le cinéma n'avait pas forcément envie d'en faire avec moi à ce moment-là. Et du coup, j'étais projectionniste au cinéma d'Ivry, au Luxi, pendant plusieurs années, ce qui m'a permis de voir beaucoup de films. J'aimais bien le côté, voilà, on fait les choses avec les copains, donc on a monté un court-métrage, c'était une manière de s'essayer à toutes ces choses-là, et puis l'image est venue beaucoup plus tard pour moi. J'ai commencé à gagner ma vie au théâtre, donc à plus être projectionniste ou à plus faire d'autres boulots à côté, en jouant dans le théâtre subventionné, en faisant aussi du théâtre interactif, genre théâtre de l'opprimé, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, pendant 3 ans, j'étais vraiment tout le temps en tournée. Ça a été pareil, très formateur pour moi finalement de jouer à chaque fois avec des gens qui étaient impliqués par les sujets qu'on abordait, qui n'étaient pas façonnés par des techniques d'acteurs. Je trouve que c'est des choses qui parasitent des fois l'impression d'avoir de la technique. Et c'est même une chose que j'essaye encore aujourd'hui de mettre de côté, l'aspect technique, même si voilà, il y a un savoir-faire au fil des films quand on finit par avoir une gymnastique, mais de toujours un peu remettre les compteurs à zéro et de chercher la vérité des scènes, quoi. Et du coup, quand tu travailles, quand tu as un scénario, un film, comment t'envisages ton travail, c'est quoi ta méthode en gros Alors en fait, c'est une méthode qui se dessine un peu, qui change un peu à chaque réalisateur, à chaque film. Mais la base pour moi déjà, c'est le scénario qui me fait partir ou pas sur un projet. C'est vraiment la lecture du scénario. Ensuite, il y a la rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et là-dedans, je me considère comme un partenaire de création, en fait, avec les gens avec qui je travaille, plus qu'une marionnette qui viendrait se mettre dans les marques qu'on lui donne. J'envisage chaque scène, et vraiment dans le moment, parce que il y a certains réalisateurs qui aiment beaucoup répéter avant et tout ça, mais moi je suis pas fan de ça au cinéma. Autant au théâtre, c'est un moment que j'adore, les répétitions, mais au cinéma, les répétitions se passent souvent dans une salle de production, sans les partenaires, dans des situations où on essaye de se rassurer finalement un peu avant de tourner, parce que c'est beaucoup d'enjeux. Et souvent, voilà, moi en ce moment j'enchaîne beaucoup de films, mais les réalisateurs, des fois c'est 3 ans, 5 ans de travail qui vont finalement se finaliser sur 2 mois, même pas, parfois de tournage, 1 mois et demi. Et donc ils ont beaucoup besoin d'être rassurés. Et moi, autant je peux vraiment me donner dans des essais, quand j'ai de temps en temps des essais à passer, ou après sur le tournage, mais le moment des répétitions, je ne veux pas être dans l'exécution ou dans la performance. Je veux vraiment profiter de ce temps, un peu comme au théâtre, dans les répétitions, on a le temps de lire, de chercher, d'explorer plusieurs pistes. Que ce temps de préparation-là soit vraiment un moment où on se pose des questions, ou alors si, je sais pas, un personnage doit parler une langue étrangère, doit jouer d'un instrument de musique, doit connaître un sport ou quoi, tout axé sur tout ce qui est périphérique au rôle, mais très peu sur la psychologie.
parce que c'est une manière de rentrer dans des rails très rapidement. Et le tournage, je trouve que c'est une chose qui doit toujours se faire en équilibre sur un film. Il ne faut jamais arriver en étant sur des rails, quoi. Et de scène en scène, quoi. Enfin, c'est une chose que je vérifie. Et du coup, je suis beaucoup plus heureux avec les gens qui aiment bien danser sur les fils et beaucoup moins sur les gens avec les gens qui veulent être sur des rails. Parce que il y a cette fragilité de l'instant, il y a les partenaires qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer avant. Il y a la météo, il y a la figuration, il y a qui est une chose aussi avec laquelle il faut jouer. Je me souviens par exemple du Prophète dans la cour de la prison. Jacques Audiard réglait d'abord la figuration et ensuite il nous mettait dedans. C'était un peu un bouillon de culture et dans lequel finalement plutôt que ce soit les comédiens leaders qui regardent à peine les figurants, il y avait un monde qui existait, c'était à nous de rentrer dans ce monde. Et voilà, pour moi, un Prophète, ça a été vraiment un tournant sur plein de points. Évidemment, ça m'a permis de travailler, ça m'a permis de me faire connaître à l'étranger aussi, mais aussi au niveau de la méthode de travail. La méthode de Jacques Audiard, c'est une méthode qui me reste, quoi. Enfin, du coup, c'est une rencontre qui a été assez déterminante, quoi, pour moi, à plein de niveaux. Et en même temps, je parle de Jacques Audiard, mais l'idée c'est aussi de remettre les compteurs à zéro avec chaque réalisateur. Et parfois, je fais pas mal de premiers films et on me dit mais comment c'est de travailler avec un jeune réalisateur sur un premier film quand vous avez travaillé avec Jacques Audiard, Catherine Biglow, des grands noms et finalement, c'est la même chose, quoi. Enfin, on essaye de faire quelque chose. Et moi, les plus grands réalisateurs avec qui j'ai eu la chance de travailler, c'est des gens qui, prennent les comédiens comme des vrais partenaires et qui demandent beaucoup de propositions, qui se prennent pas pour enfin, qui sont pas, comment dire, des monuments de marbre quand on travaille avec eux, mais vraiment des personnes accessibles, tactiles, enfin, avec qui on peut vraiment jouer aux Indiens, quoi. C'est un peu à cette chose-là que j'aime bien revenir. Là, je suis rentré il y a une semaine de Détroit où je tournais avec Ryan Gosling qui réalise son premier film. Et il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là, du jeu. Enfin, on est parti le week-end avec juste une caméra, le chef opérateur et 2 gardes du corps pour Ryan Gosling parce que partout où on arrivait, enfin, il déclenche une hystérie assez dingue. Ouais. Mais lui, en même temps, voilà, nage à contre-courant avec ça et essaye vraiment de revenir à cette chose essentielle on essaye de faire quelque chose et on fait avec tout ce qui se passe. On était à Détroit, qui est une ville remplie d'accidentés de la vie, quoi. C'est avec la crise de l'automobile, la crise en général, c'est des milliers de maisons abandonnées, de gens qui sont partis, qui ont quitté la ville. Et les gens qui restent, ils peuvent pas la jouer rêve américain, quoi. C'est un peu désenchantement américain, mais il y a une force d'humanité très grande et il intégrait sans cesse les gens de la ville dans le film. Je me souviens de moment, je sais pas, un moment, donc on est parti cette nuit-là, on a tourné toute la nuit, il y avait un festival de musique électro. Moi, je faisais un chauffeur de taxi. Et l'idée, c'était un peu de sortir le personnage du taxi, parce que je suis tout le temps au volant. Et on a terminé la nuit dans un fast-food, dans une discussion avec une famille de sans-abri et des gens vraiment, voilà, une rencontre comme ça de petit matin, au lever du jour, après avoir tourné toute la nuit. Et on a passé 1h30 à tourner, il les a intégrés dans le film. Après, on verra si la scène sera ou pas au montage. Mais ça aussi, c'est important pour les réalisateurs d'avoir une conscience du montage, mais en même temps d'ouvrir et de prendre, de faire qu'il y ait quelque chose de bouillant qui se passe, quoi. Enfin voilà, moi je fais ça un peu pour ça et j'aime du coup rencontrer des gens qui cherchent ça, quoi. Et pour rebondir, parce que tu Donc c'est une méthode un peu éclatée, enfin voilà, Ouais, c'est pas grand de contre. Ouais. Mais après on te demandera c'est quoi le pitch du dernier film de Ryan Gosling. Ouais. Non, mais, c'est son premier, j'espère que c'est pas le dernier. Oui, voilà.
Par rapport à la méthode d'Audiard, il y a une vraie méthode, parce que du coup, là, c'est assez curieux. Enfin, tout le monde parle d'Audiard et de la façon dont il dirige ses acteurs, et c'est vrai que dans Le Prophète, c'est assez monstrueux, et puis même après, on n'aime pas d'Ouvrier d'Est, il fait de ses acteurs un truc assez magnifique quand même. Et du coup, il a. C'est beaucoup de dialogue, ou est-ce que lui, il utilise une technique particulière C'est marrant parce que je l'ai vu là il y a une semaine et il m'a dit, on parlait voilà, des dernières expériences, il a commencé par dire mais comment ça se fait que tu tournes avec Catherine Bigelow et Ryan Gosling? Je dis bah t'y es pas pour rien et on parle et puis à un moment il me dit mais comment je dirige moi? C'est qu'en fait, il n'en a pas conscience, quoi. Et il n'a pas une méthode intellectuellement construite qui réapplique à chaque film. Je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas peur du vertige, en fait. Qui n'a pas peur d'aller dans ce qui n'est pas prévu. Après, je sais qu'avant Un Prophète, une chose qu'il m'avait dite, c'était juste avant de tourner, donc vraiment le grand track. Voilà, c'était beaucoup d'enjeux. On sentait que c'était un film pas comme les autres. Et puis pour Tahar et moi, c'était notre premier film et on savait que ça pouvait ou pas changer un peu notre vie. Et donc voilà, on était tous un peu comme ça, lui aussi, Jacques Audiard. Et il me disait, si tu me proposes des choses qui sont à côté, je t'en voudrais jamais. Si tu me proposes des choses et puis on les prend pas, mais on change et tout ça. Par contre, si tu me proposes rien, là, ça va chauffer, quoi. Donc c'était, voilà, je pense qu'en une phrase, c'était un peu résumé. Moi, je me souviens de mon père qui disait, il faut ramener son casse-croûte quand on tourne. Et j'aime bien cette formule assez familière, mais voilà. Tu fantasmes tes personnages avant de travailler. Parce que moi, c'est vraiment un truc que personnellement qui me fait peur, c'est que quand il y a un scénario et que tu as un personnage qui est ambitieux, Ouais. des fois, des moments, tu te dis, je fantasme, je vais le faire comme ça. Ouais. Toi, tu gères comment ce truc-là? Tu travailles en amont. J'avais lu une interview comme quoi tu t'imprégnais des fois, t'allais faire le garagiste pendant une semaine. Merci. Ouais, une semaine, non, j'espère que... Enfin, si, ça a peut-être été un peu... C'était à Marseille, non, l'interview, c'était un peu agrandi. C'était une demi-journée, quoi. Enfin, 2 demi-journées. Mais ouais, bah, ça, c'était pour un film de Catherine Corsini qui s'appelle Trois mondes. Et je faisais effectivement le rôle d'un garagiste, un peintre carrossier de voitures. Et bah, c'est vraiment très concret, quoi. C'est-à-dire que pour être crédible dans un personnage qui a un métier, il faut être crédible dans le métier. Et que si la manière de tenir les outils, elle n'est pas crédible, je pourrais faire tout ce que je voudrais ou avoir un travail psychologique le plus profond qui soit, on n'y croit pas, quoi. On croit d'abord, quand un personnage a un métier, on croit d'abord au métier. Et puis c'est un vrai support pour entamer le rôle autrement que psychologiquement. Je trouve que la psychologie en amont, c'est quelque chose qui souvent donne des fausses pistes ou fait qu'on s'isole un peu. Parce que tout se fait en interaction et même finalement ce qu'on voit de la psychologie d'un personnage, c'est une psychologie en interaction. C'est pas quelqu'un qui arrive avec comment dire, une psyché qu'on va découvrir. Les personnages s'éclairent par les autres personnages ou par leurs interactions avec tout ce qui compose le film. Donc là, ouais, je me souviens, la première... en fait, on nous avait envoyé une journée au garage et les garagistes, contents de voir arriver des comédiens, ils n'avaient pas du tout envie de nous parler de notre métier. De leur métier, on leur disait oh, mais comment on fait? Non, mais c'est pas important, viens, on va boire un café. Alors c'est comment le cinéma? Il est comment un tel, il est sympa. Donc première demi-journée comme ça. Et après voilà, je suis revenu et j'ai peint une porte de bagnole, quoi. C'était assez court, mais ouais, voilà. Mais effectivement, chaque rôle... alors après, il y a les fois où on a le temps de préparer, des fois on n'a pas le temps. Ça, moi, je sais que là, ces derniers temps, j'ai un peu sauté de film en film. Et donc, à chaque fois, c'était très peu de temps, mais
J'ai fait un entraîneur de foot dans un film qui sort mercredi, là, qui s'appelle Les Petits Princes. Là, j'ai eu aucun temps pour préparer, mais heureusement, l'entraîneur de foot ne touche quasiment pas le ballon, quoi, donc ce qui m'a pas mal rassuré. Et puis, juste avant, je faisais un sociologue dans un film de Claire Simon qui sortira en septembre, où là, j'ai lu un peu Bourdieu, je me suis un peu imprégné, je me suis posé des questions, parce que c'est un film qui se passe dans la gare du Nord, avec tous les gens de la gare du Nord, et mon personnage fait une thèse sur la gare du Nord. Et voilà, jouer le rôle de quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute aussi, du coup. C'est un type d'écoute particulier, l'écoute du sociologue. C'est une écoute à la fois ouverte et en même temps orientée vers son sujet de thèse. Donc il prend, il laisse dans ce qu'il entend. Cette année, j'ai joué un médecin aussi, un cardiologue. Là, je fais un peu le tour des métiers en ce moment. Ce qui est bien parce que, après Un prophète et Engrenage, c'était beaucoup les dealers et les cahiers, donc je suis content de cette année pour ça aussi. Et là, comme c'est un cardiologue algérien en fait qui n'a pas son diplôme reconnu en France et qui travaille dans une situation précaire d'interne en fait, donc c'est tous ces médecins qui sont aux urgences et qui sont payés comme des étudiants, même si c'est des grands médecins pour beaucoup. Et là, j'ai passé 2-3 heures à discuter avec quelqu'un qui était passé par cette situation-là. Je lui posais plein de questions pour savoir un peu. Donc des fois, c'est peu de temps, mais à chaque fois, finalement, c'est la vie qui nous donne des indices, des appuis par rapport au rôle. Ça m'est peut-être resté aussi de cette expérience de théâtre interactif, d'aller jouer avec des gens qui sont vraiment impliqués. Et à chaque fois, c'était plutôt à moi d'être à la hauteur de ces gens, quoi, plutôt que de venir faire un show en tant que comédien. Je trouve qu'on parle des fois du cinéma comme une chose qui peut décaler de la réalité. Ça peut nous décaler des fois quand tu passes d'un avion à l'autre et que tu t'as pas le temps de te poser, mais en même temps, ça te permet de traverser des réalités que tu n'aurais pas l'occasion de traverser ailleurs. Et un plateau de tournage, c'est une chose vraiment dans la vie, quoi. Après, ça dépend de comment on a envie de le vivre, mais je sais que... Gare du Nord, par exemple, voilà, c'est l'exemple d'un film. On a passé 2 mois et demi au milieu d'un monde, quoi, et même de plusieurs mondes superposés, dans un endroit où on fait que passer. Enfin, la Gare du Nord, c'est vraiment... on s'y arrête jamais, et c'était un sacré voyage, quoi, du coup, de tourner tous les jours pendant 2 mois et demi là-bas. Tout ça, c'est des situations qui nous sont, entre guillemets, accessibles, tu vois, Gare du Nord. Je comprends que tu puisses y aller et que tu puisses t'imprégner du lieu. Mais par exemple, dans des films comme Zero Dark Thirty, où là, a priori, c'est un univers qui est hyper particulier. Comment tu as fait pour te préparer à ça? J'imagine que tu peux pas aller parler avec un mec qui s'est torturé. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est différent. Mais pour Zero Dark Thirty, en fait, juste avant, donc, moi, au début, j'y étais pas allé pour ce rôle-là. J'avais... Ouais, c'est ça, ouais. J'étais censé avoir un costard. Non, en fait, j'y étais allé. Alors, j'avais passé un essai que j'avais envoyé par mail. Et mon agent m'avait appelé pour me dire que c'était donc après pour le film de Catherine Bigelow qu'elle voulait m'engager, mais c'était pour 2 jours en Jordanie où j'aurais une cagoule sur la tête, donc on me verrait pas dans le film. Il se trouve que j'avais une semaine, que j'étais jamais allé en Jordanie, que Catherine Bigelow, ça me disait bien de la rencontrer. Et c'est suite à ces 2 jours que le producteur est venu me voir pour me proposer le rôle d'Amar que j'ai fait par la suite. Et après, ce que j'ai fait, je me suis un peu imprégné, j'ai lu des trucs sur Al-Qaïda, j'ai fait plein de recherches sur YouTube. C'était juste après les attentats de Merar à Toulouse. Et au moment de prendre l'avion, j'avais un peu peur qu'ils me prennent de côté parce que j'avais vraiment passé beaucoup de temps sur Internet là-dedans, quoi. Et
et voilà tout ça, mais c'était plus voilà pour m'imprégner un peu du sujet, je cherche pas, c'est-à-dire dans la préparation, c'est pas quelque chose de totalement volontaire, quoi. C'est de l'imprégnation. Donc j'aime bien, j'ai un côté toujours un peu dilettante. Où il y a des choses, après ça dépend s'il faut travailler un instrument de musique ou une chose vraiment particulière, je le fais, mais sinon j'aime bien juste y penser, mais pas trop me prendre la tête avec, quoi. Je sais pas comment dire, c'est un mélange. Pas éprouver le truc. Être un artiste, Ouais. Ou pas me dire avant, parce qu'en plus la réalisatrice, on s'était croisés, mais je connaissais pas sa méthode de travail. Je veux pas non plus, je veux arriver avec une proposition claire, mais je veux être assez souple pour pouvoir changer en fonction de l'interaction avec le réalisateur ou la réalisatrice. Et après, Zero Dark Thirty. Donc avant, j'ai fait du sport, voilà, pour avoir cette présence physique sur ce rôle. Et après, ça s'est fait vraiment dans le concret, quoi. Donc c'est vraiment avec le décor, avec le lieu, avec les partenaires, avec le chorégraphe cascade, et tout se fait dans le moment. J'aime beaucoup cette chose du moment, quoi. Finalement, qu'on peut préparer autant qu'on veut, il faut tout oublier, quoi. J'aime bien d'ailleurs ne pas continuer de préparer les 2-3 jours qui précèdent le tournage, mais au contraire penser à autre chose, et puis arriver le plus disponible possible, quoi. Et sur ce film, j'étais assez rassuré par la rencontre que j'avais eue avec Catherine Bigelow avant, que j'avais senti vraiment très humaine et pas du tout justement à penser que j'ai besoin de souffrir moi pour jouer la souffrance, par exemple, d'être dans le jeu, quoi. Et c'est une femme, enfin moi ça a été vraiment une superbe rencontre avec qui c'est marrant, en fait, j'ai l'impression parfois que les gens les plus directifs que j'ai pu croiser, c'était les plus médiocres. C'est les gens qui considèrent le comédien en disant bon allez viens, tu vas faire ça, non ça va pas, tu fais ça comme ça et tout ça. Finalement les films à l'arrivée, c'est ceux que je trouve les moins intéressants derrière. Et pardon? Ouais, et puis le moins de... C'est-à-dire le moins de choses qui se passent dans le moment, quoi. Il n'y a pas très longtemps, j'ai tourné avec quelqu'un, c'était... Ouais, non, je vais pas dire de nom et tout, ça sert à rien. Et puis voilà, en plus j'en garde aucune aigreur et tout, mais c'est juste des moments où j'ai moins de plaisir parce que pareil, on peut parler, on peut faire des lectures avant et tout, mais il n'y a rien de tel que la situation pour se rendre compte de si un mot est viable ou si on peut enlever une phrase. Moi, très souvent, enfin de temps en temps, je rajoute des choses, j'aime bien sortir un peu des marques, mais très souvent, notamment dans le film de Léa Fener, que vous avez vu ce matin, très souvent, je lui disais, mais j'ai pas besoin de le dire, ça, je pense pas finalement. Donc, quand un geste ou un regard raconte quelque chose, c'est pas forcément la peine de surappuyer avec le texte. Et il y a pas longtemps, j'ai demandé à une réalisatrice, mais pourquoi je dis ça? Elle dit, bah parce que je l'ai écrit. Je dis, ah d'accord, ok. Et ça me gêne. Et du coup, Léa Fener, elle te répondait si, j'y veux? Ou elle te laissait... Non, avec elle, vraiment, on réfléchissait ensemble. C'est-à-dire que, parce que c'est pareil, moi j'ai pas de prise de pouvoir sur un plateau, je suis pas à vouloir imposer mes choix. L'idée c'est que il y a l'histoire qu'on raconte, il y a le film qu'on veut faire, et nous on est autour, les réalisateurs, les acteurs, toute l'équipe finalement, parce que c'est vraiment en plus une chose collective qui met en jeu plein de gens passionnés par leur métier. Et voilà, avec Léa, parfois, elle me disait effectivement, fais-le sans. Des fois, on faisait une prise sans cette phrase, et puis elle me disait, fais-en quand même une avec, j'aimerais bien la voir. Et puis, voilà, de pouvoir aussi bouger d'une prise à l'autre, de pouvoir changer. Jacques Audiard, par exemple, pour revenir à lui, c'est quelqu'un qui donne à chacun l'impression de s'approprier le film. C'est vraiment étonnant. Il avait fait une boîte à idées, par exemple, au début du Prophète, une boîte en carton avec, il disait, mettez-moi des idées, des choses, quand il regardait les rushs, voilà, des critiques. Et les premiers jours, tout le monde disait, voilà, c'est génial, bravo, c'est super. Il a pris la boîte, il a dit, mais je vous demande pas, c'est pas une boîte à compliments, dites-moi des choses. Je me souviens d'une prise où on était dans une cellule et puis
il y avait quelque chose qui bloquait, on ne savait pas pourquoi. Et il dit, mais il n'y a pas quelqu'un là qui a une idée. Je me souviens, c'est le perchman, qui est une espèce de ninja, d'un type qu'on voit à peine, qui est vraiment d'une discrétion. Et il était avec la perche et il dit, mais s'il rentre par là, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il rentrerait pas par là? Ben voilà, allez. Et voilà, c'est une façon d'ouvrir les choses. Parce qu'en plus, voilà, le cinéma, c'est une chose très hiérarchisée dans laquelle chacun a sa place et souvent ne doit pas en bouger. Mais dès que ça commence à devenir un peu poreux, un peu qu'on retrouve cette sensation de faire quelque chose de collectif ensemble, c'est là que ça devient vraiment passionnant. Et on a beau faire des horaires de fou, c'est bien moins fatigant que le reste, quoi. Et c'est drôle quand tu dans le Incarcerian, là, tu joues avec toi, quoi. Ah oui, oui. Tu vois, parce que en plus c'est deux. D'un coup on voit un personnage avec une espèce de côté intérieur, très dans le flip, vraiment, Ouais. et puis plus discret. Et face à un mec on impose. Ouais, Et ouais. du coup, je me demandais en fait, à la limite, s'il y avait si tu avais dû faire le même nombre de séquences où il y en a un que tu as eu direct et puis l'autre qui a mis peut-être un peu plus de temps. Comment ça s'est passé ça? En fait, ils ont cherché mon sosie d'abord. Donc, ouais, il y avait des affiches dans les caves. On a tourné à Marseille, donc il y avait des affiches avec ma photo. Bon, la prison, elle est à Avignon. Avignon? Ouais, enfin, pas loin d'Avignon. C'était pas dans la prison que vous avez tourné alors, peut-être, ouais. On a tourné dans la prison l'entrée du parloir. Et après, les séances de parloir, réellement, ça, c'est en studio à Marseille. Mais on a tourné devant la prison, l'entrée, les portiques. Ça, c'était vraiment dans la prison. Et donc, ouais, au début, ils voulaient trouver mon sosie. Donc, a priori, je n'ai pas de sosie à Marseille. Enfin, ils avaient mis des annonces un peu sur Internet partout. Et puis, ils étaient tous très inquiets de cette histoire de sosie. Je me souviens que les producteurs, au fil du tournage, me disaient, mais tu sais, on ne trouve pas ton sosie, comment on va faire? Et moi, j'avais qu'une envie, c'était le jouer, cet autre personnage. Parce que, voilà, je trouve que c'est un cadeau pour un acteur. C'est vrai que c'est pas une question de performance, quoi, mais de pouvoir jouer deux opposés, c'est un régal. Et donc pour l'autre, du coup, je me souviens plus de son nom, le personnage qui est en prison, qui est Joseph, voilà. Ça, on l'a fait en une journée, en fait. Avec une doublure, ouais. Avec quelqu'un, ouais, qui est venu d'ailleurs, qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que il apparaît pas dans le film, mais il s'était vraiment impliqué, il jouait vraiment avec moi. Et au tout début de la journée, on avait voulu me faire jouer avec une croix sur un mur. C'est vraiment difficile, quoi, ouais. Ouais, bah ouais, c'est des choses qu'on peut faire peut-être pour un regard, pour une petite chose, mais là, il y a une rythmique de la scène, il y a une interaction. C'est pas qu'une question de gueule aussi, c'est vraiment des choses de... enfin, on le voit dans les films d'animation, c'est vraiment difficile de reproduire le rythme organique, quoi. Et donc, il s'était fait couper les cheveux juste pour avoir ma nuque, quoi, ouais, de dos. Et puis on a joué ensemble, ça. Et j'ai fait, du coup, ouais, enfin, on a interverti les rôles au fil de la journée. Et mais c'était, en fait, pour moi aussi, c'est vrai que je me souviens, il y avait un truc aussi où de jouer ce personnage beaucoup dans l'impuissance, quoi. C'est une chose que j'aime beaucoup aussi, parce que comment dire, j'utilise pas ce métier pour essayer de prouver ou de confirmer une forme de virilité que je pourrais avoir, de dire voilà, regardez comme je suis fort, et donc j'aimais bien ça, mais au bout d'un moment j'avais envie de dire ouais, mais bon, je peux donner autre chose aussi, quoi. Et donc il y avait toute cette concentration d'un personnage qui a du mal à exister, et une énergie comme ça assez forte qui était contenue pendant tout le tournage, parce que tout s'est fait presque dans la chronologie, et de pouvoir rendre cette chose sur Joseph à la fin, j'étais voilà, super content, quoi. Et pourtant, il y a un truc comme ça plus nerveux et tout le rapport que tu as avec ta meuf dans le film. Ouais. Et on dit comme si ça pouvait vraiment être des espèces de gémeaux, quoi. Enfin, ouais. Et même dans cet échange qu'il y a au parloir,
je trouve qu'on ne te voit jamais aussi introverti que par le regard aussi de l'autre en face, toi aussi, et c'est pour ça que je me dis, c'est heureusement que tu as pu jouer avec quand même une présence. Enfin, moi je trouve qu'on sent le poids et ce qui crée peut-être la décision de tac, tu sautes dessus à la fin pour refoutre le... Et c'est impressionnant. Oui, il y a quelque chose où... Ouais, pardon. C'est absurde de pouvoir jouer ça sans avoir de la chair devant soi. Ouais, bah ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, non, vraiment... il m'a vraiment beaucoup aidé, cet acteur qui est venu. Et il y avait aussi le fait de... Comment dire, que tout le long du film, Stéphane, il va vers Joseph, en fait. Et vers la fin, il se transforme au moment où il se rase les cheveux. Et donc, c'est comme... comment dire, c'est comme si, au bout d'un moment où Stéphane se rapproche de plus en plus de Joseph, j'avais toujours une barrière qui faisait qu'il faut rester dans le rôle de Stéphane. Et au moment où j'ai pu jouer Joseph, bah, il n'y a plus de barrière, quoi. On peut vraiment donner vie à ce personnage qu'on attend quand même pendant le film, je pense. Et bah ouais, ça c'était une expérience. Ouais. Il y a des choses qui te font peur à jouer. Oui, bien sûr. L'année dernière, il y a un film qui est sorti qui s'appelle À moi seul, d'un réalisateur qui s'appelle Frédéric Vidot, et je joue un homme qui kidnappe une enfant et qui la maintient enfermée pendant plusieurs années. Quand j'ai lu le scénario, c'est inspiré de l'histoire de Natacha Kampusch en Autriche. Elle avait 18 ans, non? C'est pas ça, qui est restée... Ouais, assez long, je pense. Je me demande si c'est pas 9 ans, enfin moins que... Mais voilà, une histoire horrible, réelle. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau scénario. Mais ça m'a fait très peur, ouais, de jouer ce rôle. Autant, je sais pas, de jouer des bandits, de pouvoir tirer avec un flingue ou quoi. Il y a quelque chose de très ludique. Autant de se rapprocher d'une histoire de la réalité, de ces faits divers. Et puis de lire ces scènes et tout ça, il y avait quelque chose où à la fois je reconnaissais vraiment la qualité du scénario et où en même temps, c'est comme si ça venait toucher à des tabous que je pouvais avoir, alors qu'avant je passais mon temps à revendiquer que j'en avais aucun. Genre, je peux te jouer, j'ai aucun tabou moraux par rapport au rôle et tout. Et là, ma première réaction, ça a été de dire non, je veux pas le faire. On m'a dit, mais tu veux pas le rencontrer? Non, je veux pas le rencontrer. J'étais en Irlande en tournage. Et finalement, on m'a dit, tu veux pas avoir quand même une discussion avec lui au téléphone? Je dis, bon, ok. Et quand j'ai parlé avec lui au téléphone, j'ai senti que je m'étais trompé dans la lecture et que des scènes, par exemple, que je lisais comme un personnage qui serait dans la perversité tout le temps, lui voulait les traiter autrement et apporter autre chose finalement à ce rôle. Et il m'a parlé du rôle, ça m'a vraiment intéressé. Et puis il m'a dit, je te demande pas une réponse tout de suite, je sais que tu rentres à Paris dans une semaine, tu veux bien qu'on se voit, on se rencontre et puis après tu me diras. Et j'ai aimé aussi cette chose de pas être forcé dans le rythme, voilà, parce que je fais aussi ce métier pour être libre. Et c'est vrai, je peux être assez sensible si on me force, quoi. Dans ce cas-là, je ferme la porte très très vite. Mais quand les choses peuvent prendre leur temps, je suis plus ouvert. Et là, on s'est rencontrés en une demi-heure. J'ai dit ok, on le fait parce que c'est... Enfin, ça a été une évidence, quoi, dans la rencontre avec ce réalisateur. Mais sinon, dans les choses qui peuvent me faire peur... Ouais, bah, je pense que j'ai pas fait encore tant de films que ça, donc je pense j'ai encore des scénarios qui me font peur, qui vont arriver. Je sais pas, je peux pas comme ça envisager, comme je peux pas dire si on me dit quel rôle t'adorerais jouer, j'ai du mal à me projeter là-dedans. C'est vraiment en fonction de ce que je reçois. Ce que je sais, c'est que j'aime faire des voyages différents les uns des autres, quoi. J'aime pas refaire ce que j'ai déjà fait, ou en tout cas pas le refaire en moins bien, ou avec des gens avec qui on serait pas dans la même dynamique, quoi. Mais Et dans ces cas-là, par exemple, un rôle qui te fait peur comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te
sers de ça justement pour proposer quelque chose, ou tu arrives à mettre de côté cette appréhension et tu vois, aborder le rôle comme un rôle qui fait pas peur? Bah alors, c'est marrant parce que le réalisateur, quand je lui ai dit que ça me faisait peur, vraiment dès le premier coup de fil, et il m'a dit tant mieux. Ce serait bizarre que ça te fasse pas peur, et moi je suis content de ça, et on va travailler aussi avec ça. Et effectivement, après en fait il fallait que je trouve un axe quoi, pour l'aimer entre guillemets ce personnage. Enfin, ce qui ne veut pas dire ne pas avoir un positionnement moral par rapport à ce qu'il fait. Mais quand il m'a dit que finalement c'était un homme seul qui a enlevé une enfant pour devenir son père, je trouvais que c'était un vrai axe intéressant. C'est-à-dire on n'est pas dans l'effet divers d'un homme qui va prendre une personne pour une chose. On n'est pas dans la pédophilie, dans ces choses-là. Voilà, ça c'est peut-être des tabous que je peux avoir, par exemple, de représenter ces choses-là, parce que j'ai un rejet d'être humain très très fort sur ces choses-là. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit le désir de paternité, voilà un axe. Et du coup, des choses que je lisais où on avait l'impression qu'il voulait prendre soin d'elle, mais connaissant l'histoire, le fait divers, on se disait mais c'est pervers. Du genre, je sais pas, fais-moi une liste de quoi tu as besoin et puis j'irai te l'acheter, de lui faire la dictée le soir et tout ça. J'avais l'impression que c'était une espèce de jeu d'un type dans son château qui a sa chose, et finalement non, c'est un type tout délirant que ça puisse être, qui veut être un vrai père pour cet enfant qu'il a kidnappé et qu'il enferme dans la cave quand il part travailler, et quand il rentre du travail, il ouvre la trappe. Et tout d'un coup, il y a comme une vie familiale quasi quotidienne et normale qui s'installe, qui est très bizarre, quoi, qui est très troublant. Mais du coup, le personnage, il a qu'une hâte, c'est de rentrer du travail pour ouvrir la trappe. Il ne peut pas supporter cette chose-là. Et lui-même se juge. D'ailleurs, il se suicide à la fin du film. C'est pas un film à suspense, hein, donc je raconte la fin. Et donc... Donc voilà, finalement, le personnage est le criminel et son propre bourreau aussi. Et donc pour moi, à la fois jouer les scènes et avoir ce recul du jugement, bah, c'était pas à côté. Et par rapport à la relation qu'il y avait avec la fille qui était enlevée, ouais. Vous l'avez créée en amont avec la comédienne ou pas du tout? Chacun a travaillé de son côté, comment ça se passe? Il y a quand un film, parce que là tout le film est basé sur votre relation. Ouais. Est-ce que, je disais que tu répétais peu, mais là, dans ces moments-là, est-ce que finalement, il n'y a pas quand même quelque chose à créer, même si c'est pas du texte, mais au niveau de la relation Oui, c'est une mise en confiance, en tout cas, finalement, c'est beaucoup ça. Et on s'est... Il y a une petite fille. Et après, elle a grandi. Et après, c'est Agathe Bonitzer, ouais, qui joue sur plusieurs années, quoi, du coup, qui joue peut-être de... 13-14 ans jusqu'à 18 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et ouais, on a fait des lectures avant, on a déjeuné ensemble 2-3 fois avec le réalisateur, on s'est un peu apprivoisé. Mais après, il n'y a rien de tel que le moment du tournage, finalement, pour vraiment se rencontrer. C'est vraiment sur le terrain, quoi, que... Non, on a fait des lectures avant. On a fait des lectures, on a mangé ensemble, on s'est parlé, on s'est senti... Moi, j'ai senti aussi... C'est marrant parce que sur Zero Dark Thirty, par exemple, Jason Clarke, avec qui je jouais au tout début, avait vachement besoin d'être rassuré. Quand on avait des scènes où il me torturait et tout, il venait me voir après les prises et ça va et je dis ouais ça va, allez, on fait un truc quoi. Enfin, et moi c'est pareil de jouer un personnage. En fait c'est souvent celui qui donne la violence qui a besoin d'être rassuré. Enfin pour peu que ce soit pas un connard quoi. Mais et avec Agathe j'ai senti qu'elle me donnait le change, quoi. Enfin, qu'elle était claire avec ça, qu'elle me voyait pas comme le personnage. Je pense que ça aurait été bizarre si j'avais eu quelqu'un qui avait un peu peur de moi, je sais pas, ça m'aurait moi-même fait peur. Et la petite, parce qu'au tout début, il y a la scène de l'enlèvement, et puis il y a un moment où elle fait une espèce de crise, et c'est vraiment l'image de l'ogre, je la prends sur mes épaules, et je l'emmène dans la cave, et elle se débat, c'est une scène très violente.
Et la veille de ça, j'étais terrorisé. Et j'ai dit au premier assistant, j'ai dit, s'il y a à n'importe quel moment, cette gamine a vraiment peur, on arrête. On arrête, on fait une pause. Moi, je joue pas avec la peur d'un enfant. C'est pas, enfin, il y a des réalisateurs qui veulent vraiment faire croire à un enfant qui va perdre sa mère, par exemple. Et je trouve que c'est une manière de violenter, tu vois, pour obtenir quelque chose. Et il y en a, hein, je citerai pas de nom, quoi, mais... Tu parles de police ou quoi? Bon, voilà. Ah non, parce que oui, bon. Ouais, voilà. Et moi, voilà, je suis vraiment très très loin de cette démarche-là. Je trouve que on joue pas avec ces choses-là, quoi. Un enfant, il a rien demandé. C'est souvent en plus les parents qui l'emmènent tourner. Et on pille pas la réalité, on vole pas les gens, quoi. On les viole pas, quoi. Et voilà, et donc j'étais très clair avec ça. Je dis, si à n'importe quel moment elle a vraiment peur de moi, on arrête et puis on fait une pause et on reprend après. Et je suis tombé sur cette gamine qui était trop contente d'être là, qui était entre les prises. J'avais un iPad, on faisait des jeux ensemble et tout. Et je me souviens sur ce truc où elle vient, où je la prends comme ça et où je dois l'emmener dans la cave. On était 2 minutes avant en train de faire une partie de hockey sur l'iPad. Et puis, moteur, c'est elle qui me mettait le bras autour du cou. Voilà, action. Et moi, du coup, je pouvais aller dans la violence parce qu'elle était jouée, parce qu'on jouait. Cette notion du jeu, je trouve qu'elle est toujours importante dans tout ce qu'on fait, de toujours avoir ce rapport ludique. C'est ce qui permet même d'aller loin dans des choses comment dire, de douleur ou de violence psychologique ou de choses comme ça, c'est qu'on est toujours en train de jouer. Et je crois pas, mais après c'est vraiment, chaque comédien a vraiment sa méthode, mais moi je crois pas à l'identification totale, je passe tout un tournage à me prendre pour le rôle et tout. C'est parce que il y a un espace qui est donné pour ça qu'on peut aller loin dedans. Et enfin moi après ça me sert dans la vie, ça me calme, on va dire, quoi. Je peux mettre plein de choses qui sont pas politiquement correctes, qu'on ferait pas, qu'on vivrait pas. Et ça me permet d'être plus apaisé peut-être. Mais après ça c'est... En tout cas, toujours jouer, quoi. Ouais, retrouver le jeu. Il y a du plaisir à jouer des trucs même horribles, mais s'il y a du plaisir... Mais c'est essentiel, ouais. Sur Zero Dark Thirty, je passe quand même 20 minutes à me faire torturer. Et ouais, parce que c'était comme de la danse, quoi. C'est-à-dire qu'on a la conscience, là c'était filmé à 3 caméras, avec en plus, voilà, c'était vraiment des techniciens de haut vol, quoi. Enfin, des gens vraiment très talentueux, et on a toujours la conscience de... Enfin, moi, par exemple, l'idée d'oublier la caméra, je crois pas à ça. Je crois qu'on va vers elle, c'est une danse, quoi. Mais qu'on sent si, je sais pas, si la caméra est là, je peux faire exprès, par exemple, de lui tourner un peu le dos. Parce qu'il faut pas être tout le temps à donner. Parce que si on essaye tout le temps de pousser les choses dans la caméra, la caméra, elle va reculer. Donc c'est toujours une espèce de chose un peu circulaire. Mais je rentre tout de suite dans des trucs un peu, comment dire, presque ésotériques. Là, c'est pas très clair, quoi. Je m'y perds un peu. Dès que je théorise un petit peu sur tout ça, je peux un peu m'y perdre. Mais en tout cas, ouais, la notion de jeu, de danse, et que la psychologie vient en dernier. Moi, souvent, je découvre la psychologie d'un personnage que j'ai joué à la projection, quoi. Enfin, ou certains aspects. Ou en voyant le film, des fois, j'aime bien d'ailleurs. Ou des fois pendant les scènes aussi, pendant qu'on tourne d'une prise à l'autre, après une prise, je me dis, ah, mais en fait, il fait ça pour ça, ou il pensait ça pour ça. Et que ce soit le tournage lui-même qui est clair finalement, un personnage avec des facettes. Donc c'est tout sauf une chose construite intellectuellement avant. Moi, je vais juste... c'est pas une question, enfin, j'en ai une, mais je m'appelle Maureen. D'accord. Et non, parce que j'ai une ça. Ouais, bah ouais, carrément. Moi, j'avais juste vu j'avais pas pu voir un prophète, j'ai pas retrouvé le DVD chez moi, j'étais hyper énervée. J'ai vu des petites interviews de toi sur Internet, et là, j'ai vu ce film.
Et je suis hyper heureuse d'avoir vu ce travail. Je voulais juste. Je trouve que ça fait du bien quoi, de voir de l'humilité, du jeu, des nuances. Enfin voilà, donc merci vraiment. Parce que, et aussi la façon dont tu parles de ton travail. Enfin, moi ça me donne une bouffée du lion, donc je me dis, je trouve que c'est cool quoi, de voir aussi c'est comme ça. Et je voulais savoir. Oui, parce que tu dis que tu abordes les rôles sur le plateau un peu en dilettante, enfin, tu attends vraiment ce moment présent, de l'action, quoi, pour ce que tu disais, des essais. Comment tu t'y prends? Si tu disais que c'est là, pour le coup, quand je fais des essais, j'ai pourquoi. Ouais. Comment tu abordes cet exercice? Parce que c'est vrai que moi, pour le coup, c'est un truc qui me pose vraiment une question. Ouais. Du casting, bah, les essais, c'est comment dire, c'est un jeu qui est un peu autant je pense qu'il y a un vertige à avoir pour aborder un rôle et de dire enfin de se nourrir du doute aussi, de questionnement. Autant au moment des essais, quand on passe des essais, je pense qu'il faut mettre tout ça de côté et qu'il faut arriver avec une proposition claire et affirmée, quoi. Et c'est pas le moment où finalement on va pouvoir, après, ça dépend si on fait des essais avec un vrai réalisateur qui nous dirige, c'est une chose, mais si on fait des essais avec un directeur de casting qui nous donne la réplique, le nez dans sa feuille, il est 11h du matin dans une petite salle de production à Paris, qu'on est censé être, je sais pas, imaginons dans une plaine en Afrique ou j'en sais rien. Il faut arriver avec de la matière, quoi. Avec beaucoup de matière, avec du coup un double casse-croûte. Et arriver avec une proposition claire et arriver aussi avec l'envie d'en tirer quelque chose pour soi, de passer un bon moment, quoi. Enfin, moi, pendant longtemps, parce que j'en passais un peu des castings pendant ces années où j'essayais de faire du cinéma et où ça prenait pas. Et je sais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du désir, que finalement ça marche, parce que aussi, il y a aussi la vie matérielle, il y a ce besoin finalement de travailler pour plein de raisons. Et où du coup, j'étais tellement dans le désir que... je pense que ça brouillait, ça parasitait le moment, quoi. Oui, c'est un truc un peu en force, comme quand tu dis que si tu veux trop aller vers la caméra, ça crispe. Exactement. Mais tu transpires ton désir et tu sais plus ce que tu donnes. Ouais. T'essayes de plaire aussi. Tu as envie de plaire pour Une séduction un peu maladroite. Ouais, maladroite totalement, ouais. Il faut, en fait, la notion de liberté, je trouve que c'est une chose vraiment, vraiment importante. Et que c'est une chose toujours difficile, c'est-à-dire que plus on est dans le besoin, moins on va attirer le désir de l'autre. C'est valable dans la vie en général, quoi. Et c'est difficile de renverser cette balance. Mais je sais que moi, par exemple, le moment où c'était la première fois où j'ai fait un essai... où finalement ça a marché, donc c'était pour la série Engrenage sur Canal+. Et c'était un moment où je me disais peut-être je vais arrêter d'envoyer des photos, j'en avais vraiment marre, quoi. C'était un moment où il n'y avait pas encore, tout passait pas encore par mail, et tous les mois je faisais des enveloppes à tous les directeurs de casting qui me recevaient jamais, quoi. Ils m'appelaient même pas, et voilà, au bout de quelques mois, enfin même quelques années à faire ça, j'arrivais à un moment où, parce que je trouvais aussi je prenais mon pied au théâtre, et je me disais, tant pis, quoi, si ça marche pas, je continue de faire du théâtre, et puis, c'est pas grave, quoi, parce que aussi, vraiment, je m'éclatais, quoi, sur scène. Et donc, j'ai fait cet essai-là, à la fois en me donnant à fond, parce que quand même je m'étais fait raser les cheveux juste avant, c'était pour faire donc un rappeur, dealer, psychopathe et tout, et je suis arrivé avec une vraie proposition, quoi. À la fois, j'avais super envie d'avoir le rôle, et en même temps je me disais si ça le fait pas, tant pis, quoi.
Mais oui, un peu comme Sandrine Bonner qui se fait prendre à la place de sa sœur sur un casting, elle a pas, enfin, en soi, elle n'a pas besoin. Quoi. ouais, moi j'en avais, en même temps j'en avais besoin. Je faisais le clown à côté, je faisais des animations pour les enfants dans des anniversaires. Et de temps en temps, quoi, pour gagner un peu de sous, j'en avais besoin, mais il y a eu ce truc de lâcher prise, quoi. En fait, la notion de lâcher prise, je trouve que c'est vraiment important. Et aussi, dans les essais, que ce soit avec les réalisateurs ou les directeurs de casting, de remettre les choses dans la rencontre. C'est-à-dire plus que d'être regardé, d'être à la fois regardé et de regarder l'autre en face, quoi. Et ça, je pense que la caméra prend ça, quoi. Quand on renverse pas le rapport, mais on le rééquilibre, quoi, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, voilà, quand j'ai des rendez-vous, que je passe des essais, c'est dans les deux sens, quoi. De replacer les choses au niveau de la rencontre, toujours, quoi. Ouais, c'est bien de savoir enfin, je trouve que c'est hyper agréable, je pense aussi beaucoup en mais c'est tout des partenaires, en fait. De vraiment penser à ce métier comme un ensemble de partenaires. Ouais. Oui, et puis aussi, on peut passer un essai et se rendre compte dans la manière dont on va nous diriger à l'essai qu'on n'a pas envie de travailler avec cette personne aussi. C'est vraiment une manière aussi d'être dans le concret plus qu'autour d'un café où des fois en 1 heure on n'a pas vraiment le temps d'être dans le vrai, quoi. Enfin, où on peut, alors que le concret du travail c'est une chose irremplaçable, quoi. Je voulais savoir aussi parce que nous avec les labos on travaille par exemple sur pas énormément de prises en ce moment, par exemple on a 2 prises, alors selon ce qu'on décide, enfin, ça c'est une première proposition et puis une deuxième, une première et après on creuse. Est-ce que toi tu te donnes ce genre d'indication de réel et tout, mais est-ce que tu décides d'une prise à l'autre, ok, je donne complètement de choses, je vais projeter, enfin, Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, si techniquement c'est possible, par exemple, je sais pas, pour un chant contre chant, si on a 2 caméras, il n'y a pas d'histoire de raccord. Donc là, on peut vraiment partir dans des choses totalement différentes. S'il y a des raccords, on peut jouer avec les raccords, mais toujours, enfin moi, ouais, d'une prise à l'autre, je cherche toujours des petites différences. Mais des fois, c'est rien, quoi. C'est un silence, c'est une chose qui va de faire avec des accidents, des choses qui se passent différemment, et de toujours avoir des petits moments de vertige dans la prise, quoi. Des petites choses qui font que, enfin, je déteste moi avoir l'impression de jouer mécaniquement. Il y a quand tu fais, je sais pas, 18 prises, parce que tu te retrouves à jouer avec quelqu'un qui connaît pas son texte, et que on fait 18 prises pour ça, parce il faut juste réussir à rentrer la scène, que chaque réplique soit rentrée, alors qu'il y en a que 5, ben, au bout d'un moment, je suis un peu dégoûté, parce que au bout de 18 prises, on est mécanique, quoi. Sauf si on se surprend mutuellement, quoi. Mais donc c'est un mélange des deux. Il faut toutes les contraintes techniques, c'est aussi des choses dont il faut se servir, quoi, et qui sont même des appuis, quoi, les histoires de marque, de raccords et tout. Mais ça doit pas être des appuis qui font qu'on est totalement sur ces appuis, quoi. Sinon, je pense que c'est ennuyeux à regarder. Ce qui nous intéresse, c'est quand il y a une tension, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans le moment, qui du coup n'est pas totalement assuré, quoi. Dernière question pour la fin de la Et du coup, moi je me demandais, vous travaillez beaucoup à partir d'improvisation? Bah, c'est pareil, ça dépend des films, ça dépend des réalisateurs, ça dépend de... Mais moi j'aime bien, ouais. J'aime bien. Alors après, l'improvisation, on imagine souvent que l'improvisation, c'est dire des choses qui ne sont pas dans le texte. Mais finalement, comme en musique, je rapproche souvent le jeu de la musique. Dans la musique, c'est des fois tenir plus une note ou casser une rythmique qui est bien en place et faire un break, enfin des choses comme ça. Et le jeu, du coup, c'est pareil. Donc la notion d'improvisation, moi je pense qu'il doit toujours y avoir une forme d'improvisation. Mais que improviser, c'est pas freestyle, on dit ce qu'on veut, on change que finalement, comment dire,
que pour pouvoir improviser, il faut qu'il y ait une base, qu'il y ait des enjeux clairs dans une scène, qu'on sache qu'on rentre dans la prise comme ça et qu'on va en sortir comme ça, et qu'après, de tenter des choses au milieu pour voir comment tout ça s'agence, quoi. Et puis de pas avoir peur jamais de faire des choses à côté, quoi. Quand on a confiance dans le réalisateur ou la réalisatrice, qu'on sait qu'on peut être transcendé ou alors réduit au montage, d'envoyer de la matière, de donner, quoi. Et de donner des choses à côté, parce que des fois, finalement, dans les mises en place, dans les répètes, on passe par un truc qui est totalement à côté, on va revenir à ce qui était totalement écrit au début, et puis finalement, on va finir peut-être au bout de... Tout ça, ça se fait très rapidement, hein, évidemment. On n'a pas des journées pour tâtonner dans tous les sens, mais en 3 répètes, peut-être, on se rend compte que la justesse de la scène, elle est au milieu, par exemple. Elle est entre les deux. Donc, mais on a besoin vraiment d'être guidé pour ça, d'être regardé. Finalement, notre rôle à nous, comédiens, c'est de proposer. Et le réalisateur, c'est lui qui va orienter, qui va guider, et puis après qui va faire un montage. Parce que pareil, le montage d'un film, ça change totalement, enfin ça joue énormément sur la vision qu'on peut avoir d'un acteur aussi. Il y a des très bons acteurs qui jouent des fois dans des téléfilms pourris à la télé et tout, et qui sont pas aidés du tout par la méthode de travail, et par le montage, et par tout. C'est Parfois, il y a des réalisateurs qui t'indiquent des choses de montage, qui te disent voilà, on fait ça là comme ça, après je vais couper, et puis d'autres non. Donc des fois j'en ai conscience quand on m'en donne la conscience, et puis des fois non, tout est dans la continuité. Mais ce que je veux dire en fait, c'est que cette notion de donner et de pas savoir finalement ce que ce sera à l'arrivée, c'est à la fois, c'est pas une c'est pas une proclamation d'humilité, genre moi je donne, je suis très généreux, etc. C'est aussi cette chose de lâcher prise, c'est-à-dire que de savoir qu'on va faire des choses, mais que le résultat final va dépendre de tout un ensemble dont on n'est pas dépositaire. C'est relaxant aussi, quoi, finalement. Il y a quelque chose de... on nous demande de vivre, quoi, dans les prises. On nous demande c'est des moments de vie. Et puis de nous amuser avec ça. Et après, il y a un film qui va se faire, quoi. Mais tout n'est pas sur nos épaules. Même quand on joue un rôle principal, ou qu'on est dans tous les plans. De lâcher prise, c'est vraiment... je crois que c'est vraiment essentiel. Et moi, ça m'est venu, ça me vient petit à petit, plus je travaille, quoi. Donc c'est le travail qui m'a permis de lâcher plus. Sauf si je suis malheureux sur un film, que ça se passe mal, alors là, je vais être de mauvaise humeur et j'aime pas ça, quoi. Enfin, ça m'arrive très rarement, mais quand ça m'arrive, parce que c'est des fausses notes, quoi. Parce que du coup, on a l'impression de ne pas être à sa place, et ça, moi, j'ai vraiment du mal, quoi. Une dernière question ? Vas-y, si ça vous met la main. Benoît, si tu veux, non, je voulais juste te demander, c'est vraiment, si tu avais envie, si des fois tu penses à faire des films, enfin, si tu as peut-être envie de faire, peut-être de réaliser de ton côté. Et deuxième question, je sais pas si tu avais beaucoup de temps d'être au cinéma, en même temps si tu avais tout ça, mais si tu avais vu un film récent qui t'avait... S'il y a un film cette année qui t'a marqué plus qu'un autre. Ok. Alors, ouais, j'ai un court-métrage que j'ai envie de faire. Il faut que je l'écrive. mais j'ai le déroulement, j'ai même mon partenaire. Je veux jouer dedans, et il y a un partenaire qu'il faut que j'appelle. Parce que je lui ai proposé, on a tourné ensemble, je lui ai raconté l'histoire et tout, j'étais à fond dedans, et il m'a dit ok, et ça fait juste 3 mois qu'il faut que je mette ça sur le papier. Je suis un peu lent dans l'écriture, enfin j'ai un peu de mal à concrétiser ça, mais
je vais me forcer à le faire là, dans les jours qui viennent, d'écrire ça. Et puis, ouais, donc j'ai envie de faire un court-métrage pour l'instant, parce que c'est une histoire que j'ai envie de raconter qui se passe, je pense, en 10 minutes, quoi, 10-15 minutes. Et dans les films que j'ai vus cette année, Reality, j'ai vachement aimé, film italien, ça m'a vraiment beaucoup plu. Spring Breakers aussi, d'Harmony Korine, je trouvais vraiment étonnant. Et j'ai plein de films à rattraper, quoi. plein de films à voir. C'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps de voir des films ces derniers temps. Mais voilà, pourquoi? Parce que pourquoi Spring Breakers? Il y a un, comment dire, je sais en plus comment le film s'est passé, quoi, comment ça s'est tourné. Ça a été vraiment en équipe légère et à faire au milieu de toute cette folie de trucs d'ados. Je trouve que c'est génial d'avoir fait une espèce de braquage avec Selena Gomez. Je l'ai vu dans un dimanche après-midi dans un cinéma rempli de pop-corn avec plein d'ados. Et d'avoir réussi à emmener ces ados-là pour voir un film et de leur finalement montrer un autre film dans lequel il y a une espèce de glissement au milieu où on pense que c'est ce groupe de filles, les personnages principaux, et le rôle de James Franco monte en puissance sans qu'on voit les coutures. J'étais vraiment bluffé, quoi. Et je trouve que c'est un type qui a un univers qui raconte aussi des choses de l'Amérique, du rêve américain aujourd'hui, qui sont vraiment juste sans pousser le discours, quoi. Le cinéma nous raconte des choses avec des images, avec des sensations, pas avec du discours. Et Reality, pareil, je trouve que c'est une vision aussi. Enfin, il y a toute une métaphore de la société, de ce rapport à notre image finalement, à la télévision et tout ça, et de comment le délire s'installe dans la tête d'un homme et comment après cette chose-là va germer jusqu'à le dépouiller totalement, quoi. Je trouve que c'est très très fort. C'est des films qui disent des choses sans se faire porte-étendard de discours. Donc, et c'est des films qui m'embarquent par leur forme. Je trouve que c'est du coup des fois plus politique, plus juste politiquement et plus engagé d'être juste dans les choses que de dire je fais un film politique parce qu'il raconte ça, il va défendre un tel ou tel. Les discours autour des films, des fois, c'est des choses qui parasitent, quoi. Les films, c'est ils doivent tout dire en eux-mêmes, quoi. Le reste, c'est de la promo, c'est des discussions, c'est tout ça, mais c'est les images qui doivent parler. Et même du coup avec les mots derrière, quoi. On est dans le pays du texte, quoi. Enfin, moi j'ai étudié un peu le théâtre, j'ai fait des lettres à la fac et tout ça, donc il y a toute cette importance de la langue, mais de retrouver cette chose qu'on a du mal à nommer ou qui est une chose de sensation, de son, de tonalité, d'image, de rythme. Je trouve que ça me passionne beaucoup plus, quoi. T'as déjà joué dans ta langue d'origine? Ma langue d'origine, c'est le français. C'est vrai? Ouais, je suis né en France, mais T'as des nationalités? j'ai des origines, ouais, mon père donc d'Algérie, ma mère Tchécoslovaquie. Je parle un tout petit peu, et là justement, le prochain film que je vais faire, c'est en octobre, au Maroc. C'est l'adaptation d'une nouvelle d'Albert Camus, avec Viggo Mortensen qui fera un instituteur. Bah ouais, là c'est un très très beau projet, et du coup, et donc je ferai un prisonnier algérien, ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Et du coup, j'ai décidé de rien tourner cet été, en septembre. Je veux rien faire d'autre que me préparer pour celui-là et celui d'après aussi, pour lequel je vais faire du tir. Enfin, c'est un tout autre chose. Mais comme celui au Maroc, je finirai le vendredi, et le lundi, je commencerai. C'est des rôles principaux, donc c'est vraiment. J'aurai très peu de temps. Je veux là avoir une période pour préparer. Et donc, du coup, je vais prendre des cours.
c'est un personnage qui parle très peu, mais je veux vraiment m'imbiber, quoi. Je veux y aller une semaine à l'avance aussi. Et c'est une espèce de road movie dans la montagne de deux personnages qui se rencontrent au-delà un peu des camps auxquels ils appartiennent chacun et tout. Donc ça m'excite pas mal de me frotter à Viggo Mortensen aussi. Donc c'est très excitant quand on a des acteurs comme ça qui ont une dimension qui nous font rêver, qui nous ont fait rêver dans des films et tout ça, de se dire qu'on va jouer avec, c'est très, très stimulant. Si vous avez un petit mot pour Viggo Mortensen. L'année prochaine. Merci Reda. Merci à vous. Je regarderai les courts-métrages du coup sur le site. Ouais. Bon, c'est bien, on a été un peu dans l'échange, quoi. Ça me faisait peur, la masterclass. Qui master. T'as un peu de temps, pas un peu un petit café, avec plaisir. Bah ouais. Allez, au boulot. Vous enchaînez la journée là? Non. Non. On a tourné hier. C'est le week-end. Ah, ok.